Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. C'est vrai que si on reste dans une réflexion pendant des mois, des années, en se disant « Ah ben un jour je le ferai », plus on fait ça, plus on dit à son cerveau que en fait on le fait pas, les années passent et on le fait pas, et plus c'est difficile après de se lancer. Donc une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, je pense qu'il faut foncer. Alors je dis pas d'acheter le premier bien qui vient 2 jours après, mais il faut pas non plus intellectualiser le truc pendant des mois et des mois. Il faut passer à l'action, et c'est aussi en passant à l'action qu'on apprend aussi à le faire comme ça sur le tas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot. Elle est médecin et en parallèle de son métier, elle s'est lancée dans l'investissement immobilier. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours, ses choix et surtout sur ce qui l'a aidé à vraiment passer à l'action. Si vous avez envie de vous lancer, mais que vous attendez encore le bon moment, cet épisode pourrait bien vous faire changer de perspective. Bonjour Margot, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Invest Ladies. Alors Margot, tu es médecin. Donc dans l'imaginaire collectif, quand on est médecin, on gagne plutôt bien sa vie. On a aussi un agenda qui est bien rempli. Alors comment, toi, tu as réussi à faire rentrer l'investissement dans ta vie? Comment ça s'est fait en fait? Bien, bonjour Catherine, merci pour cette question. En fait, j'ai toujours été intéressée par l'immobilier, pas spécialement l'investissement, mais plutôt le côté immobilier. Et donc, ce qui m'a poussée à me lancer dedans, c'est quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu une espèce de petite panique de me dire que j'avais rien acheté, que j'avais pas de résidence principale, que j'avais pas d'investissement locatif. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là l'investissement immobilier avec du clé en main, parce qu'effectivement, j'avais pas du tout de temps en fait pour m'en occuper. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que j'ai mis le premier pas dans l'investissement immobilier. Donc à ce moment-là, tu avais déjà commencé à travailler ou tu étais toujours étudiante? J'étais plus étudiante, donc c'était l'année 2021. Donc j'avais fini ma thèse en 2018, donc j'étais plus étudiante depuis 3 ans. J'étais chef de clinique à ce moment-là à l'hôpital. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur ou quelque chose qui t'a donné envie de te lancer, à part le fait de te dire bon il faut que j'ai un bien immobilier, il n'y a pas eu autre chose dans ta vie? En fait, il y a eu 2 étapes, parce qu'il y a eu cette premier déclencheur où j'étais un peu en panique de la crise des 30 ans, de me dire que j'avais rien. Et puis après, il y a eu la deuxième étape quand je me suis vraiment lancée. Enfin, moi, je considère que je me suis vraiment lancée en 2023 finalement. Et là, c'était vraiment parce que pour le coup, j'étais très fatiguée de mon travail. J'avais fait 4 ans de clinica assez durs. Et donc là, je me suis dit, en fait, je ne sais pas si je vais tenir toute ma carrière à l'hôpital comme j'avais prévu initialement. Et donc, en fait, il me faut un complément de revenu, quelque chose qui puisse me permettre de me dire, bon, OK, si jamais je diminue mon temps de travail, si jamais je veux arrêter à un moment donné, je peux le faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée en fin 2023, que j'ai commencé à me former, et après que j'ai investi du coup en 2024. Donc tu me parlais d'avoir donc d'autres sources de revenus pour aussi te rassurer. Tu as pensé tout de suite à l'immobilier ou tu as aussi réfléchi à d'autres investissements comme la bourse? Est-ce que l'immobilier, ça s'est plutôt imposé facilement par rapport au reste? Oui, en fait, j'ai tout de suite pensé à l'immobilier. C'est vraiment un truc qui m'a toujours attirée. La bourse, la crypto, tout ça, ça m'attire pas du tout. Ne serait-ce parce que c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas très concret. J'ai besoin d'un truc un peu tangible, en fait. J'ai un peu du mal avec les trucs, les investissements un peu où je comprends pas ce qui se passe, en fait. Je crois que c'est peut-être un peu mon besoin de contrôle aussi qui me dit, au moins je comprends ce que je fais. J'achète un appartement, je le vends, je le loue ou je le vends après. Je contrôle un peu le process, alors que la bourse et la crypto,
j'y connais rien du tout donc voilà, j'ai pas du tout été attirée par ça, en tout cas, même actuellement, je suis toujours pas attirée par ça. Peut-être une prochaine passion qui va naître dans les années à venir pour, la bourse ou la crypto, on ne sait pas. Alors, tu nous as expliqué que tu avais débuté par du clé en main, c'est-à-dire que concrètement, tu as délégué le projet de la recherche du bien à un prestataire. Quelles ont été les étapes de ce premier projet? Je me suis un peu lancée comme ça pour le clé en main. J'ai quand même un oncle, qui était banquier et qui après a fait pas mal de marchand de biens. Donc je lui ai juste appelé et je lui ai juste demandé ce qu'il en pensait. Je l'ai appelé pendant 1 heure et après, je lui ai demandé son conseil et puis après je me suis lancée un peu comme ça sans trop savoir, ce que je faisais en réalité. Est-ce que quelque chose t'a fait peur au départ quand tu as commencé ce premier investissement? Oui, j'avais peur de pas louer alors que j'ai acheté un appartement dans le centre de Bordeaux. Donc vraiment une peur, pas du tout rationnelle pour le coup parce que, bah, Bordeaux, tout le monde sait que c'est quand même un secteur où, on manque énormément de logements à la location. Donc oui, j'avais peur de pas louer malgré ça et maintenant bon, bah, l'appartement évidemment, quand je mets, une annonce, quand je le remets sur le bon coin, quand il y a un turnover de locataires, j'ai, je sais pas 20 demandes dans l'heure donc c'est absolument pas un problème finalement. OK, et après donc tu as continué sur ta lancée, dans l'immobilier. Comment ça s'est passé la suite pour toi? Et ensuite, c'était dans une période où j'ai, du coup, stoppé mon travail pendant 6 mois, où j'ai fait une pause parce que j'en pouvais plus et à ce moment-là, donc j'ai fait 2 choses. J'ai fait de la danse, bref, n'a rien à voir et à côté, je me suis formée, du coup, à l'investissement immobilier et là, j'ai fait, du coup, mon premier investissement, toute seule, l'année d'après, le temps de me former et de faire les visites et cetera. J'ai acheté, le 31 octobre 2024. Donc ce premier investissement, c'était donc un immeuble et là, nous sommes quasiment 2 ans après et je crois que tu en es à 3 immeubles, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai acheté le premier immeuble en octobre 2024 et là, je viens de signer en mars 2026, 2 autres immeubles, cette fois-ci en association alors que le premier, je l'avais fait, seule en nom propre. Donc voilà, j'ai fait, 2 associations pour acheter ces 2 nouveaux immeubles, et du coup là, j'ai, 16 lots aujourd'hui. Franchement bravo parce que c'est vrai que 3 immeubles en moins de 2 ans, c'est quand même assez impressionnant. Le fait de te former, est-ce que tu dirais que ça t'a vraiment rassuré, aidé? Est-ce que tu te serais vu faire ça sans être formé, par exemple? Non, pas du tout. Déjà acheter un immeuble en soi, je trouve ça assez intimidant finalement. Même un appartement, seul de A à Z, faire les travaux, négocier et cetera, je pense que j'aurais eu du mal à le faire, toute seule. En tout cas, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, ça c'est sûr et après me lancer direct sur un immeuble alors que j'avais fait que du clé en main avant, bon ça c'était sûr, que j'y serais pas arrivée et puis pareil, là du coup j'ai acheté 2 immeubles en même temps, jamais j'aurais fait un truc comme ça si j'avais pas été accompagnée par des gens qui ont déjà fait ça. Et comment tu arrives à gérer à la fois ton travail et tous ces projets à côté? Parce que, il y a que 24 heures dans une journée. Comment tu fais? Alors c'est une bonne question. En fait, bon déjà j'ai pas d'enfant, j'ai pas beaucoup d'obligations, autres que, mes projets professionnels, personnels et cetera. Donc, j'avoue, je peux un peu disposer de mon temps, comme je veux. J'ai quand même besoin de pas mal de sommeil, hein, je suis pas quelqu'un qui dort 4 heures par nuit, je te rassure. Mais globalement, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai pas l'impression, que ce soit du travail ou que ce soit de la contrainte, ni mon travail à l'hôpital, ni mes investissements immobiliers, ni, mes autres activités à côté artistiques parce qu'en fait, comme tout se complète, je me lasse jamais en fait de ce que je fais. Du coup, j'arrive très bien à enchaîner dans une même journée à faire, le matin, je travaille sur mes investissements, après je vais à l'hôpital, le soir je travaille sur le côté artistique et en fait, finalement, j'ai assez peu de temps de pause et de temps de repos parce que, toutes mes activités me nourrissent, les unes les autres et j'ai pas besoin forcément de beaucoup me reposer en dehors, du temps de sommeil, qui est incompressible, quoi. C'est aussi un peu une passion l'investissement pour toi finalement? C'est quelque chose qui te fait vibrer aussi? Alors oui, finalement, c'est pas du tout, un truc seulement pour, avoir un complément de revenu. À la base, c'était un peu comme ça que je le voyais, mais quand j'ai commencé à faire, les visites et à me former et à m'y intéresser, bah, franchement, ça m'a tellement plu que oui, ça devient un peu un jeu, en fait, finalement, d'aller chercher, un appartement, un immeuble, de négocier, de trouver le financement. Ouais, c'est un peu comme un jeu, finalement, de faire les travaux. Enfin voilà, je vois ça plutôt comme, c'est assez ludique, finalement et c'est aussi ce qui me permet
d'avoir enchaîné comme ça. C'est parce qu'en fait, je trouve ça rigolo, ça m'amuse. C'est pas juste, avoir plus d'argent, c'est juste, aussi kiffer sur le moment, quoi. J'imagine quand même qu'il y a des petits moments de stress, c'est un peu les montagnes russes, parfois, comment tu arrives à gérer ça? Parce que bon, quand on débute, c'est vrai qu'on n'aborde pas les choses de la même manière. Maintenant, j'imagine qu'avec l'expérience que tu as, tu vois les choses différemment, mais qu'est-ce que tu pourrais donner, comme conseil à quelqu'un qui débute? Parce que j'imagine que c'est quand même stressant au début. Oui, c'est vraiment très stressant. Bah, le meilleur conseil, je pense, enfin, en tout cas, ce que j'ai fait et ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui ont déjà fait, ce que je voulais faire, en fait. Parce que finalement, c'est du concret. Quand on est dans ses peurs et que tu vas aller parler avec, tes amis ou ta famille qui a pas forcément fait ce que tu veux faire, bah, forcément, eux aussi vont être dans leur peur et ils vont te faire encore plus peur et tu vas pas réussir à avancer, quoi. Alors qu'en s'entourant, bon, soit en se formant, soit en s'entourant avec un réseau, de personnes, investisseuses, en fait, on peut discuter avec d'autres personnes qui ont eu les mêmes problématiques, qui sont passées par là et qui permettent un peu de se rassurer, de se dire: «En fait, c'est faisable, on peut le faire» et donner plein de conseils aussi, c'est hyper riche, donc ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de bien, bien s'entourer. Oui, ne pas hésiter à aller dans les soirées IMO, les after work, et cetera. C'est sûr que c'est hyper enrichissant. On va revenir sur ton métier de médecin. Est-ce que ce métier t'aide dans ta façon d'investir d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu vois un peu des parallèles entre la médecine et l'investissement? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que ça m'aide sur le côté humain, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de voir beaucoup de profils de personnes différentes et j'allais dire manipuler, c'est pas du tout le mot, de manager des gens, qui, parfois sont dans le déni ou dans des processus un peu complexes. Donc tout ça sur le côté psychologique, en fait, pour, tout ce qui est négociation, tout ce qui est négociation avec des locataires en place éventuellement ou des problématiques de locataires, des litiges qu'il pourrait y avoir. Je pense que ce côté-là, médical, mais plus humain finalement, qu'on peut avoir ailleurs que dans le médical, ça me sert. Et après, oui, moi, je voyais ça un peu comme un parallèle. Au début, je le voyais pas du tout, mais quand j'ai commencé à faire, du coup, le premier immeuble, notamment, à le meubler et à le penser au mieux, j'ai trouvé ça assez, sympa de faire des lieux où les gens se sentent bien, où, ils puissent, rentrer chez eux le soir et être bien et je trouvais ça fait quand même un petit parallèle avec le soin, finalement. Je loue pas des trucs, enfin, j'ai pas du tout envie de louer des trucs dans lesquels je me verrais pas vivre moi et j'ai plutôt envie de louer des logements qui sont bien rénovés, qui sont bien au niveau et pour que les gens s'y sentent bien. Donc c'est un côté, bien-être aussi et santé finalement d'être dans un endroit dans lequel on se sent bien, c'est vrai. Au niveau du rythme, que ça demande d'investir dans l'immobilier, est-ce que, le fait d'avoir fait, par exemple, des études de médecine, ça t'a aidé, à tenir, en fait, la distance, la durée? Oui, c'est sûr, ça m'a aidée dans la mesure où pendant les études de médecine, j'ai travaillé un peu non-stop pendant une dizaine d'années globalement. Donc oui, c'est vrai que je suis habituée à tenir des projets sur le long terme et pas juste, donner un coup de bourre pendant 3 mois et après arrêter. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que la première année de médecine qui est difficile, il y a quand même pas mal de taf, aussi après. Donc clairement, ça m'aide, même au quotidien à mener tous les projets un peu de front, de pouvoir avoir une grosse capacité de travail, finalement. Et d'organisation aussi peut-être? Oui, clairement. Sur l'organisation, j'ai eu l'habitude de passer 2 concours avec, plein de matières différentes, donc oui, ça aide sur l'organisation, sur le timing et ça m'aide aussi parce que du coup, moi, je connais assez bien comment je fonctionne en termes de travail et quels sont les moments où je peux travailler. Je suis vraiment du matin, donc quand j'ai un truc à faire en plus de ma journée de travail, je vais plutôt me lever à 5:30 et travailler de 6 heures à 7 heures avant d'aller au travail, plutôt que de rester réveillée le soir parce que je suis complètement inefficace après, 19-20 heures. Donc je sais que dans tous les cas, après 19-20 heures, ça sert à rien que j'essaie de travailler, donc c'est très rare que je le fasse. Ouais, donc ça t'a permis d'optimiser aussitôt, tes investissements avec une bonne connaissance de toi, de ton fonctionnement et déjà une organisation bien rodée de ton travail. On va parler un petit peu maintenant de ton rapport à l'argent parce que, tu me disais que donc tu avais commencé à investir à la fin de tes études, pour, aussi te sécuriser d'une certaine façon. Est-ce que ton rapport à l'argent depuis que tu as commencé à investir, il a évolué justement? Qu'est-ce qui a changé dans ton mindset? Est-ce que tu te sens plus en sécurité avec les investissements que tu as faits aujourd'hui? Oui, bien sûr.
Oui, je me sens plus en sécurité, alors que paradoxalement, j'ai 1 million d'euros d'encours de dette. Mais je me sens plus en sécurité parce que déjà, j'ai plus que mon travail qui me rapporte de l'argent. Donc si je m'arrête pour une raison X ou Y et que je peux pas avoir de chômage pour une raison X ou Y ou que je suis malade et cetera, j'ai pas rien du tout, quoi. Le niveau de cash flow que j'ai actuellement me permettrait pas de vivre, comme je vis actuellement, mais je serais, plus sécurisée quand même, par, ces investissements-là. Alors, on va peut-être juste préciser ce qu'est le cash flow, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais investi, on n'est pas forcément familier avec ce terme. Oui, alors le cash flow du coup, en gros, c'est l'excédent de trésorerie qui reste à la fin quand on a tout payé. C'est-à-dire que c'est, les loyers des locataires, moins le crédit, la taxe foncière, toutes les charges, toutes les assurances et cetera, les impôts également. Donc c'est ce qui reste une fois qu'on a tout payé, dans la poche, quoi. Donc aujourd'hui, concrètement, tu continues à vivre de ton métier et les investissements, c'est une façon de te construire un peu ton avenir, quel qu'il soit et peut-être que je ne sais pas si tu as des projets précis encore aujourd'hui. Tu t'imagines, je sais pas, dans 10 ans, vivre justement de tes investissements ou est-ce que pour l'instant tu sais pas? Pour l'instant, je sais pas trop encore. Quand j'ai fait ma pause, en 2023 où j'étais vraiment, vraiment fatiguée, je m'étais dit, «Je tiendrai pas plus que 10 ans dans ce métier». Donc plus que 10 ans, ça ferait 2033. Mais en fait, finalement, là, j'ai trouvé un poste, où je me sens mieux, où je me sens bien et donc pour l'instant, je sais pas. Je verrai un peu comment ça évolue en fonction, du travail, en fonction de mes investissements et cetera. Je suis à nouveau contente d'aller à l'hôpital et d'aller travailler, donc c'est aussi bien d'avoir retrouvé ça et donc pour l'instant, j'ai envie de garder du coup, les 2 activités. Donc tu es pas encore dans l'état d'esprit des personnes qui veulent être à la retraite à 40 ans, et vivre, en Thaïlande ou je ne sais où, c'est pas encore le cas. Alors, dernière question donc pour, les auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer et peut-être, suivre un peu ta trajectoire. Quels conseils concrets tu leur donnerais maintenant avec le recul que tu as et l'expérience pour commencer, alors si elles n'ont jamais, jamais investi, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose? Le conseil concret que je pourrais donner, c'est, d'aller vers quelque chose qui vous parle déjà, pas d'aller vers quelque chose qui vous saoule. Moi, au début, je pensais à la bourse et je m'étais dit: «Ah, faudrait que je me forme» et en fait, ça m'intéressait pas du tout et du coup, j'ai laissé tomber. Je pense qu'il faut pas faire quelque chose qui est rébarbatif, pour soi. Il faut trouver quelque chose qui nous plaît vraiment parce que si ça nous plaît pas, on va pas réussir à mener le projet à bien et ça va être juste, en fait, une contrainte de plus dans un monde où on a quand même pas mal de contraintes. Donc j'aurais tendance à dire choisir quelque chose, qui nous plaît, qui nous parle et après, pas trop réfléchir avant d'agir. Parce que c'est vrai que si on reste dans une réflexion pendant des mois, des années en se disant: «Ah ben, un jour je le ferai», plus on fait ça, plus on dit à son cerveau que, ben, en fait, on le fait pas, les années passent et on le fait pas et plus c'est difficile après de se lancer. Donc une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, bah, je pense qu'il faut foncer. Alors je dis pas, d'acheter le 1er bien qui vient, 2 jours après, mais il faut pas non plus, intellectualiser le truc pendant des mois, des mois et des mois. Il faut passer à l'action et c'est aussi en passant à l'action qu'on apprend aussi à le faire, comme ça sur le tas. Oui, puis tu donnais aussi tout à l'heure d'autres conseils, comme, bah, se former, s'entourer. C'est sûr que c'est très important aussi de tout ça. Est-ce que tu penses que quand même il y a un profil particulier de personnes il y a un profil particulier pour investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est, accessible à tout le monde ou il y a des personnes pour qui peut-être c'est pas adapté en fait? Je pense que c'est accessible à tout le monde qui a la volonté de le faire et qui a le temps aussi à se dégager, mais c'est plus une question de priorité pour moi. Après, c'est vrai que, investir en immobilier, on entend beaucoup souvent, c'est des revenus passifs. Oui, une fois que tout est en place, c'est quasiment des revenus passifs, mais avant de la mise en place, il y a quand même tout un travail, qui existe et c'est un travail où personne, sauf si vous faites coacher, va vous dire: Maintenant il faut que tu fasses ça, maintenant il faut que tu fasses ça, maintenant il faut que tu fasses ça». C'est un peu à soi de le trouver. Donc il y a aussi un côté entrepreneurial, je pense, dans l'immobilier. Donc si on veut quelque chose d'absolument passif et où, on peut rester, chez soi, pas aller faire de visites et cetera, non, l'immobilier, ça paraît, compliqué. Il faut quand même un minimum de volonté et de se bouger un petit peu, quoi. Concrètement, Margot, d'ailleurs, toi, tu passes combien de temps à peu près par semaine ou par mois sur ton immobilier pour l'instant, pour que les gens aient une idée du temps que ça peut, prendre?
C'est très variable en fonction de la phase dans laquelle je suis. Quand ça tourne et quand, je suis pas en phase de recherche et que je fais rien, ce qui n'est pas arrivé en fait depuis que j'ai commencé, mais globalement, ça va être, indexer des factures, faire la compta, 1 fois par an. Enfin, on peut la faire tous les mois ou la faire 1 fois par an, mais globalement, c'est ça. J'ai un logiciel qui me permet d'éditer les quittances de loyer, donc ça, c'est quelque chose qui est délégué aussi. Alors que j'ai la gestion entière, du bien, hein, j'ai pas mis en agence. Donc, je dirais, même pas 1 heure par semaine pendant cette, phase-là. Et après, pendant la phase de recherche, ça dépend combien de visites je fais, mais, je dirais 2-3 heures par semaine. Et puis après, là, il y a eu une grosse phase compliquée où j'étais, sur la recherche du financement. Bon là, ça a monté, je pense que j'ai en cumulé entre le moment où je faisais effectivement des relances et cetera et le moment où je réfléchissais stratégiquement, je devais être à 8-10 heures, 10 heures par semaine, au total, quoi. Et les phases de travaux, moi, je délègue tous les travaux. Donc, assez peu finalement. J'investis à distance aussi. Je suis à plus de 2 heures de là où j'investis. Donc, j'y vais à peu près tous les 15 jours, toutes les semaines à tous les 15 jours, voire 3 semaines. Donc, en temps effectif sur place, c'est pas tant que ça. Après, je suis quand même obligée de gérer au jour le jour. J'ai des appels avec, mon maître d'œuvre, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours dans les phases de travaux. Donc oui, c'est pareil, je pense que c'est une dizaine d'heures par semaine, 10-12 heures max, en fonction si je me déplace ou pas. Oui, on te voit beaucoup, sur ton compte Insta en déplacement, le week-end, sur les immeubles que tu as achetés. Hem, alors dernière chose, bon, je ne sais pas si tu veux en parler, c'est un peu plus politique, mais beaucoup de gens en ce moment avec la situation géopolitique se disent justement, bon, parce que là on enregistre, on est en avril 2026, donc c'est vrai que au point de vue géopolitique international, c'est un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui te disent: «Bah non, je vais attendre parce que là, la situation, elle est trop incertaine, c'est la crise, qu'est-ce que je fais?» Est-ce que tu veux nous donner ton avis là-dessus? Oui, carrément. Alors c'est vrai, c'est hyper incertain, mais ça se trouve dans 20 ans, ça sera encore plus incertain et dans 10 ans aussi. Donc je suis pas trop partisane d'attendre le bon moment, politique parce qu'il y a pas vraiment de bon moment. Il y a toujours un truc, qui se passe dans le monde, enfin, c'est normal. Il y a toujours une guerre, il y a toujours quelque chose, donc il y aura toujours eu j'ai peur que ce soit un peu des excuses pour ne pas passer à l'action. Après, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais je pense que c'est pas une bonne stratégie d'attendre. Ce d'autant plus que c'est dans les périodes de doute et d'incertitude qu'en général, on peut faire les meilleures affaires, justement parce que tout le monde se dit ça, se dit: «Ah bah non, je vais attendre» et du coup, il y a plus personne pour acheter et donc on peut acheter aussi, au rabais, quoi. Oui, dans chaque moment de crise, il y a des opportunités, c'est sûr. Margot, où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter? On mettra toutes les informations dans la description. Et ben, je suis sur Insta. Mon compte Insta, c'est Marguimo, Margui2mo. Et du coup, je partage un peu tout le quotidien, côté investissement et un peu côté médecine, mais surtout côté investissement. Je montre un peu comment on peut mêler les 2 et puis aussi mes activités artistiques à côté. Je vous donne des tips un peu pratiques aussi. Voilà, donc si vous voulez, me suivre, c'est avec plaisir et n'hésitez pas à venir me parler en DM parce que j'aime toujours, vous aider si je peux. Merci beaucoup Margot d'être venue, aujourd'hui nous raconter ton parcours. Merci à toi, Catherine. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.